Bonjour et bienvenue dans ce premier tirage Tikkun qui va nous parler des énergies, des ressources disponibles pour cette pleine lune du 30 décembre 2020. Alors, pour ceux qui ont déjà participé à un certain nombre de capsules dans lesquelles j'ai exposé ou expliqué la philosophie et la dynamique ou le fonctionnement de Tikkun, je vais maintenant afficher le tirage de cette pleine lune, en sachant que ce qui apparaît à l'écran, eh bien, c'est la disposition des 22 cartes, des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille dans l'ensemble des 22 maisons ou des 22 espaces de développement et de conscience que Tikkun nous propose de suivre. L'idée ici, c'est d'essayer de brosser un tableau aussi synthétique que possible. Parce que si on regarde les choses, pour certains, ça paraîtra peut-être une usine à gaz, et je conviens que ce n'est pas toujours évident pour moi d'ailleurs non plus, puisque j'appréhende mon propre système au rythme où je l'intègre, où je l'expose et je l'explique. Cela dit, mon intention ici, c'est de vous proposer une lecture qui soit plutôt syncrétique, donc qui nous permette de résumer un certain nombre de concepts de façon imagée et narrative. Alors, la première chose que moi je vais vous proposer, c'est de regarder un ensemble et d'attirer votre attention sur certains éléments qui sont pour moi essentiels. Donc, dans mon système, il y a des cartes qui vont, le cas échéant, tomber dans leur maison native. C'est le cas notamment de l'impératrice, que je vous montre ici. Donc l'impératrice, elle tombe dans la maison numéro 3. On est dans une maison de matière, de terre, et l'impératrice va venir dans la maison de la floraison. Donc je vais en parler dans quelques instants. Et puis la deuxième carte qui tombe, elle également, dans sa maison native, c'est le monde, qui apparaît ici pour vous à l'écran. Et donc le monde vient dans la maison numéro 21, qui est la maison de l'éveil. Alors, c'est pour moi particulièrement intéressant parce que cette pleine lune, eh bien, déjà, d'emblée, va nous proposer de reconnaître que nous ouvrons des portes à une pleine potentialité déjà à deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'impératrice. Et donc l'impératrice, elle parle de créativité, elle parle d'expression, elle parle de féminité. Féminité au sens où, dans beaucoup de conceptions, et ça fait partie de mes choix de croyance pour pouvoir dynamiser et expliquer Tikkun, qui est que le féminin, donc notre composante féminine, notre capacité réceptive, également active, donc c'est une capacité réceptive dans l'action, eh bien, va avoir tendance à précéder le masculin. Ça pourrait peut-être choquer certains, mais non. En fait, il n'y a absolument aucune considération de genre. Donc, on se fiche de dire qu'il y a une primauté de l'un par rapport à l'autre. D'ailleurs, il n'y en a pas, en tout cas pas pour moi. Par contre, ce qui, moi, m'intéresse, c'est que dans sa conception générale, philosophique, notre composante féminine est une composante au départ réceptive. Et donc notre capacité à recevoir un message, une vision, un enseignement, et de pouvoir la mettre en action. Et donc dans cette proposition, le féminin va activer le masculin, qui lui va peut-être être davantage dans l'action. Ça ne veut pas dire que le féminin n'est pas actif. Ça veut dire que le féminin va déclencher l'action. Mais pour déclencher l'action, il est souhaitable que cette action ait été éclairée, qu'elle soit guidée, qu'elle soit lumineuse, si l'on préfère, pour que l'action sous-jacente soit parfaitement en symbiose avec notre capacité
à mettre en mouvement quelque chose qui nous est intime, quelque chose qui est essentiel. Voilà, donc créativité, abondance, potentiel exceptionnel de communication dans sa version adolescente et donc candide. C'est aussi une action et une créativité qui va être spontanée, qui va être enrichie de notre capacité à imaginer, à inventer, à rêver, et donc à transformer des choses sur base d'une potentialité immense. La deuxième carte qui vient dans sa maison native, c'est le monde. Et le monde, ici, ce qui est magnifique, c'est qu'il va nous parler d'éveil. D'éveil de notre être intérieur. Un être qui est potentiellement, totalement conscient. Et donc, on parle avec le monde, dans sa maison native, de pleine conscience. Donc, magnifique parce que si l'on fait l'introspection sur une année 2020, qui a été une année particulièrement critique, je ne vais pas dire que tout le monde a vécu cette année de façon tragique, et je pense d'ailleurs que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour moi. En fait, l'année 2020, je m'en souviendrai comme une année extraordinaire. Bon, bien sûr, il y a énormément de pans de notre société humaine qui ont été ébranlés, bouleversés, et pour lesquels il y a une souffrance extrême, où il y a eu une souffrance extrême. Je pense bien entendu immédiatement à celles et ceux qui ont été frappés directement par ce nouveau virus, peut-être parmi les plus fragiles, des personnes en général âgées, qui ont été tantôt frappées par le virus et qui ont peut-être succombé ou probablement succombé de son fait, mais également de toutes celles et ceux qui ont été isolés de leurs proches, des personnes qu'ils aiment du fait des confinements en répétition et des mesures coercitives, ou pour certains liberticides qui ont été prises par la grande majorité des gouvernements dans le monde. Et donc, dans ce contexte, eh bien, je dirais que la conscience a certainement été ébranlée. Elle a été traumatisée peut-être, mais elle a été également enrichie de désir de changement, de désir de renouveau. Et peut-être que beaucoup d'entre nous, en tout cas c'est mon cas, ont pu, au cours de cette année 2020, faire une telle introspection que nous ne pouvons plus, ou nous ne voulons plus, passer à côté de nos choix d'existence, ou de nos choix d'exister. Et donc, de ne plus être, finalement, les objets d'une conscience que nous aurions oblitérée, que nous aurions occultée. Ce qui veut dire que dans cet éveil, dans cette potentialité d'éveil, nous sommes invités à nous rappeler que nous faisons des choix conscients et qui sont des choix de vie. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Comment est-ce que j'entends la mener? Est-ce que je vais encore répéter les mêmes sempiternelles erreurs, buter sur les mêmes pierres? Ou est-ce que je vais enfin reconnaître que mes choix sont distincts de ceux que je me suis conditionné? Et donc, le monde, dans sa maison natale, va parler aussi de conditionnement. Comment me suis-je laissé conditionner? Comment en suis-je arrivé à ceci? C'est plus facile et peut-être plus tentant de dire c'est la faute des autres. En fait, les coupables et même parfois les responsables, mais je vais maintenant parler de responsabilité par rapport à cette dimension ou cette dynamique de culpabilité. Eh bien, ce sont les autres. Donc, ce n'est pas moi. Eh bien, je dirais c'est dommage ou préjudiciable à chacun d'entre nous et à chacune d'entre nous d'envisager que nous ne sommes pas capables de nous responsabiliser sur ce qui nous arrive. C'est peut-être plus facilement dit que fait, mais en même temps, tant que nous ne prenons pas la pleine responsabilité de ce qui nous arrive, tout en sachant que nous sommes interconnectés et que nous sommes partis
d'un ensemble qui nous dépasse, les collectivités, les institutions, eh bien, nous avons toujours, à mon sens, notre faculté de libre arbitre. Et donc c'est peut-être à ça que le monde nous invite. Il nous invite à prendre la pleine responsabilité de nos actions et de ce qui nous arrive, en disant, en fait, si ça m'arrive, c'est que je suis co-responsable. Il y a bien sûr d'autres responsabilités et co-responsabilités dans un ensemble de résultats, a fortiori ceux que nous connaissons, les crises, les difficultés, les tracas, les traumas que nous rencontrons. Mais il y a une responsabilité ou une co-responsabilité, en tout cas, qui nous invite à envisager de cheminer de manière plus consciente. Et donc, peut-être, alors, déposer cette notion sempiternelle que l'on associe beaucoup au judéo-christianisme de culpabilité. Je suis coupable? Je suis fautif? Peut-être pas. Je suis responsable et co-responsable. Ou c'est de la faute des autres, je suis une victime? Peut-être pas. Peut-être que nous ne sommes victimes que de nos propres aveuglements. Et donc le monde nous invite à ouvrir notre conscience, à éveiller notre conscience sur des désirs et des actions de vie. Et donc finalement, c'est faire le choix de vivre, de nous mettre au monde, de choisir la destination, en sachant que cette destination, nous n'allons peut-être pas l'atteindre, ou peut-être pas comme nous l'aurons envisagé. Mais il y aura plein d'autres expériences sur le chemin vers cette destination qui représente le voyage. Voilà, donc ça, ce sont les énergies principales. Et puis maintenant, je vais essayer de rentrer dans le détail de manière à proposer une histoire, une narration, et peut-être de le faire de manière simplifiée, pour que ce tirage soit finalement plus synthétique que détaillé. Alors, je vais prendre la première zone ou le premier espace qui est l'espace de notre conscience matérielle, dans lequel, donc, dans cet espace, apparaissent 4 cartes qui sont notre capacité à mettre en action un certain nombre de projets. Donc, si on prend l'année 2020 comme étant une année d'introspection, beaucoup d'entre nous se sont retrouvés confinés. Eh bien, ce confinement, il commence dans la première maison avec la carte de la papesse. La papesse est une énergie qui est très, très terrestre, très terrienne, mais qui est une énergie qui est baignée de l'éveil émotionnel dans la Terre. Donc, nos émotions ont été mises en marche et ces émotions nous ont permis d'organiser une introspection. Cette introspection, dans la première maison, elle nous propose d'être docte et donc d'être à la fois étudiant ou étudiante, mais également enseignant ou enseignante. Et donc de se pencher sur l'expérience que nous avons vécue en 2020 pour pouvoir enrichir cette expérience d'une réflexion. Une réflexion qui nous permet de concevoir des projets matériels de façon réfléchie, de façon lucide. Vous voyez, la papesse, elle tient sur ses genoux un livre, mais ce livre, il est ouvert. Et donc, s'il est ouvert, c'est qu'il a non seulement été écrit, mais qu'il est déjà prêt à être lu, raconté, présenté. Et donc, soyons, nous, les propres auteurs de nos projets. La deuxième carte, qui est le pape, eh bien, elle nous parle dans une dynamique de germination. Lorsqu'un projet a été préconçu, eh bien, de pouvoir mettre en place l'ensemble des composantes qui nous permettront de l'accomplir, de le réaliser, réunir les partenaires, trouver les compétences, reconnaître le temps et le lieu souhaitable ou nécessaire pour pouvoir
le réaliser, eh bien, dans l'énergie du pape, on va se retrouver à la fois dans une dynamique de communication. Donc nous sommes invités à sortir de la réclusion préalable ou de l'introspection préalable de la papesse pour communiquer, médiatiser nos projets. Et donc c'est très beau parce que ici, potentiellement, en fait, tout un chacun et toute une chacune, nous sommes invités à communiquer nos projets, à réunir autour de nos projets des partenaires qui nous conviendront, qui nous apporteront leurs compétences, leur expérience et enrichiront dans cette période de gestation de nos projets, qui enrichiront en fait l'ensemble de ces caractéristiques vives et donc d'optimiser sa concrétisation. La troisième maison, c'est la maison de la floraison. Et donc là, en fait, nos projets sortent de terre. Ils prennent véritablement une dimension concrète. Et l'impératrice, comme je l'ai dit au début du tirage, eh bien, elle nous invite à être extrêmement créatifs, à être très communicants, comme l'était déjà le pape, mais le faire avec l'énergie du plaisir, du jeu, de reconnaître qu'en fait, tout ça, c'est potentiellement merveilleux. Et donc, sortir d'une pesanteur peut-être préalable, celle de 2020, pour rentrer dans une dynamique beaucoup plus ludique, beaucoup plus joyeuse. Et alors, dans la maison de la récolte, au-dessus de l'impératrice, apparaît la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, eh bien, elle nous dit que nous pouvons récolter les fruits de nos projets, à condition que ces projets aient été éclairés de nos expériences et le cas échéant de nos crises passées. Donc, pour ne plus répéter les mêmes erreurs, pour voir nos projets aboutir, quel qu'il soit, que ce soit un projet d'entreprise, que ce soit un projet créatif, artistique ou associatif, eh bien, puissions-nous, avec l'énergie de l'ermite, reconnaître que notre passé de difficultés, de ce que l'on peut appeler des crises ou pour certains des échecs, eh bien, nous éclaire sur la façon d'aller à notre objectif. Donc de le reconsidérer d'une manière beaucoup plus érudite. Merci. Voilà, donc ça c'était pour la première sphère d'énergie qui sont matérielles. La deuxième qui parle de nos émotions et de nos relations, eh bien, elle voit apparaître dans l'espace de rencontre le soleil. Le soleil, ici, nous parle déjà d'union, nous parle d'union sacrée. Et donc peut-être que dans nos relations à venir, quelle qu'elle soit, que ce soit en fait une redéfinition de relations préexistantes ou que ce soit de nouvelles rencontres, eh bien, le soleil pourrait nous proposer d'envisager l'amour. Alors, l'amour n'implique pas systématiquement ou exclusivement un amour physique, un amour amoureux, un amour conjugal, mais ça peut être le cas. Ce qui voudrait dire que beaucoup d'entre nous, peut-être celles et ceux qui ont vécu une année 2020 comme étant une année un petit peu ascète et sèche sur le plan amoureux, envisagent de rencontrer un partenaire ou une partenaire. Évidemment, ce n'est pas exclusif de la relation conjugale, je l'ai dit. Et la deuxième maison, qui est la maison de la codépendance, eh bien, voit apparaître l'énergie de la carte du jugement. Alors, ici, la carte du jugement, elle nous propose à la fois, dans la codépendance, de considérer que nos jugements peuvent être exclusifs, et que donc l'idéal serait de pouvoir en sortir de l'exclusivité ou de l'exclusion du jugement. En fait, l'autre finalement ne correspond pas à mes attentes, il a telle caractéristique qui ne me convient pas du tout, il a trop de défauts, et donc finalement, en fait, ces jugements, c'est ce qui nous... les jugements nous font pratiquer régulièrement l'exclusion. Et donc ici, en fait, dans le jugement, il y a à la fois cette proposition de prendre davantage en conscience notre capacité à juger de manière automatique, et donc peut-être inconsciente, et à reconsidérer nos jugements, mais également à voir que dans la relation de codépendance, il y a finalement
quelque chose de beaucoup plus riche, qui est que nous sommes co-créateurs. À deux, nous sommes co-créateurs. Et cette co-création, elle amène un tiers qui peut être symbolique, c'est un projet, c'est une œuvre. Donc, dans nos relations de codépendance, nous pouvons envisager de réparer, tikkun, de réparer la codépendance en reconsidérant la codépendance comme étant déjà une étape vers l'interdépendance et donc vers la construction d'un projet à deux. Ce qui veut dire que dans cette proposition pour la pleine lune, on a des rencontres qui sont faites sur peut-être un idéal amoureux, je vais rencontrer quelqu'un qui me correspond vraiment, même si c'est un projet associatif et collaboratif professionnel, mais pour pouvoir co-créer, de manière à ce que cette codépendance, elle soit très vite transformée en interdépendance. La troisième maison, c'est la force. La force qui, dans cette maison de l'individualisme, eh bien, nous propose d'être maître de nos instincts et donc maître de notre animalité. Peut-être que nous avons vécu en 2020 des pulsions qui auront été tantôt réprimées, tantôt auxquelles nous aurons volontiers cédé. Eh bien ici, en fait, pour l'année qui vient, la pleine lune nous propose de développer notre conscience animale et d'être capable de voir nos pulsions, de voir nos penchants et de leur donner plutôt une maîtrise qu'une inclination. Et la quatrième maison, qui est la maison de l'interdépendance, voit apparaître l'arcane sans nom, que l'on associe à la mort. Eh bien, ici, c'est magnifique parce que la mort, ou l'arcane sans nom, dans cette maison d'interdépendance, nous propose de balayer nos croyances. Je vous parlais dans la capsule préalable que cette pleine lune nous invitait à reconsidérer nos croyances. Eh bien, ici, cette énergie de l'arcane sans nom ne nous donne fondamentalement pas le choix. Balayons nos croyances. Voyons dans quelle mesure nous pouvons entendre, écouter une croyance antagoniste ou opposée, et pas nécessairement la rejeter. Alors ici, on peut voir aussi dans l'interdépendance, eh bien, une reconsidération de nos institutions. Nos institutions qui peuvent être un pouvoir politique ou administratif, un pouvoir sanitaire, le cas échéant, et l'ensemble de nos institutions, que ce soit la loi, la police, la justice. Et donc, l'idée n'est pas de tout foutre par terre, même si certaines et certains auront peut-être la propension à vouloir le faire, mais ici plutôt de se dire comment est-ce qu'on peut reconsidérer nos institutions pour qu'elles soient plus fonctionnelles et plus humaines, plus humanistes. Voilà, donc on va passer maintenant à la maison ou les maisons de notre créativité. Et moi, je peux également proposer de notre vie sexuelle. Bon, toujours pour ramener notre expérience à une année 2020 qui pour certains et certaines aura peut-être été très riche sur le plan créatif et sexuel, et pour d'autres peut-être très sèche. La première maison, qui est en fait ce que je propose comme étant l'expression d'un désir créatif ou d'un désir sexuel, eh bien c'est la maison Dieu. La maison Dieu, elle propose une énergie de bouleversement. Et donc c'est peut-être tant mieux, parce que tout ce qui nous avait amené en 2020 à être plutôt réclusif, solitaire, et le cas échéant, ne pas avoir la possibilité de rencontrer autrui, est complètement bouleversé. La maison Dieu vient apporter une énergie foudroyante. C'est véritablement Zeus ou Jupiter qui balance ses foudres sur la 16 et nous propose de sortir de chez nous. Donc, moi, ce que je souhaite voir, c'est que 2021 soit une année de rencontres extraordinaire. Et donc, dans cette énergie de Maison de Dieu, il y a également l'idée du coup de foudre. Ce qui veut dire que nous serons, et c'est probablement tellement évident pour beaucoup d'entre nous, amenés à sortir de chez nous, à rencontrer et à faire des rencontres extraordinaires, magiques. La deuxième maison, qui est la maison de la sensualité, voit apparaître l'empereur. L'empereur nous dit simplement,
après une année de crise, après une année difficile, où notre sensualité a été mise à mal, eh bien, nous sommes invités à trouver une stabilité, un équilibre, un empire sur notre sensualité, sur nos sens. Et donc c'est l'empire des sens, pour paraphraser ce film magnifique que je vous recommande de voir. Eh bien, pour paraphraser l'empire des sens, nous sommes invités à être l'empereur de notre sensualité, de lui donner une stabilité, et de chercher peut-être davantage une sensualité tantrique qu'une sensualité débridée ou inexistante. Donc voilà, ça c'était pour l'empereur. La troisième maison voit apparaître l'étoile dans la maison de la sexualité, de la créativité pure. La créativité où, avec l'étoile, nous sommes invités à nous reconnecter à nos désirs créatifs premiers, ce que nous aimons fondamentalement faire. Et donc, toutes celles et tous ceux qui, jusqu'à présent, n'ont pas donné libre cours à leur créativité, sous quelque forme d'expression que ce soit, le chant, la danse, la peinture, l'ensemble des beaux-arts et peut-être plein d'autres choses. Il y en a pour qui la créativité s'exprime au travers de l'écriture ou de l'oralité peut-être simplement également. Eh bien, que notre créativité pure, notre sexualité, soit pour nous l'occasion de retourner à notre essence, à nos désirs les plus intimes, les plus profonds, mais donc de respecter cette forme d'expression créative. Et donc, dans notre sexualité, eh bien, nous sommes invités pour l'année 2020 à vivre quelque chose de particulièrement épanouissant, parce que nous serions enclins et enclines à ne plus donner libre cours à des pulsions, mais réellement à agir suivant l'essence de notre désir. Et donc de sacraliser dans une certaine mesure notre créativité et notre sexualité. La dernière maison de cet espace, qui est le magnétisme, la maison du magnétisme, voit apparaître l'amoureux. Un amoureux qui nous dit qu'il y a un choix à faire. Le choix de nous-mêmes. Sur cette carte, on voit un certain nombre de personnages. C'est une des cartes sur lesquelles il y a le plus de protagonistes. Eh bien, l'individu au centre, que je ne vais pas qualifier en termes de genre, parce qu'on s'en fout, eh bien, Cupidon au-dessus de sa tête va l'inviter à se choisir lui-même, puisque la flèche que Cupidon tire, eh bien, elle est braquée sur son propre cœur. Donc cet individu, en termes de magnétisme, va se choisir lui-même. C'était déjà en fait présent dans la carte de l'étoile qui nous invite et nous inspire à plonger en nous pour pouvoir exprimer ce qui nous est le plus intime et faire ce que nous aimons fondamentalement faire. Et donc avec l'amoureux, eh bien, c'est ce choix qui nous permet d'attirer à nous tout ce qui nous permet de rayonner dans notre créativité. À partir du moment où nous avons fait le choix intime de notre vocation avec l'étoile et que nous choisissons avec l'amoureux, eh bien, je pourrais dire, pour celles et ceux qui veulent croire dans cette proposition, que l'univers conspire pour nous, pour réaliser l'ensemble de nos désirs. Et donc, avec la symbolique de l'amoureux, dit qu'il peut y avoir une culmination amoureuse, bien entendu, symbolique ou objective, réelle. Et donc, peut-être que beaucoup d'entre nous allons en 2021 rencontrer une histoire d'amour magnifique. En tout cas, c'est tout ce que je nous souhaite. Et si vous êtes déjà dans une histoire d'amour, que cette histoire d'amour puisse s'embellir davantage, parce que chacun des protagonistes à la relation amoureuse va pouvoir se choisir et s'aimer davantage pour aimer encore plus l'autre. La quatrième zone d'énergie, qui est l'espace mental et intellectuel, voit apparaître une très belle séquence. Dans la maison numéro 13, la maison de la mort, on a la carte 14, qui est la tempérance, ou tempérance. Et la tempérance, c'est notre capacité de guérison ou d'auto-guérison. C'est magnifique parce que la maison de la mort, donc toute cette réflexion
qui est pour certains thanatophiles et pour d'autres thanatophobes, la peur farouche de la mort telle qu'elle s'est exprimée en 2020 par rapport à Covid-19, eh bien, la tempérance nous propose de guérir ça. Et donc de reconnaître notre mortalité en toute simplicité, en se disant que ce n'est finalement qu'un acte symbolique qui nous permet de nous reconnecter à notre essence de vie, au plaisir de vivre. Et donc plutôt que de vivre avec l'obsession de la mort, eh bien reconnaissons la mort comme étant une part de la vie. Elle est inhérente à l'existence. On ne sait pas ce qu'il y a après. Moi je ne sais pas. Vous savez peut-être et c'est tant mieux. Mais en attendant, tant que je me focalise, tant que je me braque en termes de conflit intérieur sur l'idée de la mort, je ne peux pas vivre. Parce que je ne vis qu'avec l'obsession de la mort. Eh bien, Tempérance nous propose de sortir de cette obsession de la mort et de reconnaître que nous sommes capables de vivre et dans une large mesure, de nous guérir de nos blessures et donc de notre peur de la mort. Juste au-dessus vient la carte du diable, qui est une carte phénoménale, qui pour beaucoup est une carte terrifiante, et pas pour moi. En fait, le diable, c'est notre connexion au pouvoir ou à notre puissance personnelle. C'est également notre capacité d'attachement et notre capacité à contrôler, à manipuler. Et donc, si le diable apparaît dans la maison numéro 14, qui est la maison de la guérison, c'est parce qu'il nous invite à guérir de nos attachements. Et donc, à peut-être vivre le détachement de façon beaucoup plus sereine. Et donc aussi lâcher prise. Mais ce qui nous permet simultanément de ne pas nous attacher à un objet, à un concept, à une idée, à une personne, sous prétexte qu'en fait, ce point d'ancrage, ce point d'attache est ce qui nous permet de nous sentir vivants. Avec bien entendu toutes les dérives que cela comporte, puisque quand on s'attache à quelque chose, eh bien, on supporte mal l'idée d'en être détaché, et donc on va vouloir retenir, et on va potentiellement s'intoxiquer. Et puis on va développer des tendances perverses pour maintenir dans notre giron cette espèce d'objet de notre attachement. Donc voilà, le diable, nos pulsions sont invitées à être reconsidérées en pleine conscience pour pouvoir guérir de nos attachements et passer à autre chose, puisque le chariot, la carte numéro 7 qui apparaît dans la maison de l'Éros, eh bien, nous invite à lâcher la bride à notre libido et donc à notre pulsion de vie. On guérit avec la tempérance notre pulsion de mort et avec le chariot, nous donnons libre cours à notre pulsion de vie. Et donc nous sommes vraiment invités à vivre cette expérience de vie extraordinaire pleinement, à nous y autoriser, bien sûr, si possible de façon tellement consciente que nous ne débridons pas notre libido et que notre éros ne dérape pas, ne quitte pas la route, puisque le chariot c'est un mouvement phénoménal vers le succès, mais ça peut être également l'embardé, le dérapage non contrôlé. Et puis dans la dernière maison de cette vibration mentale apparaît le mât que l'on peut aussi appeler le fou, qui est la liberté. La liberté que nous donnons à notre ego de s'exprimer de façon équilibrée, consciente, pour que chaque individu puisse vivre son moi et le transcender en soi. Et que chaque individu puisse reconnaître sa valeur. Et donc c'est ça qui est magnifique, parce que l'ego finalement ce n'est qu'une reconnaissance de valeur individuelle. Moi je reconnais mon ego, moi je reconnais votre ego, je reconnais ton ego, je reconnais notre ego. Et donc ça veut dire que chacun de nous peut reconnaître sa valeur et simultanément reconnaître à l'autre sa valeur. Il n'y a plus besoin de se déprécier et d'apprécier outre mesure. La modestie fait place à l'humilité. Et le narcissisme ou la mégalomanie font place à l'humilité. C'est la même chose en fait. L'humilité, c'est aussi bien se reconnaître dans sa valeur que de reconnaître que cette valeur, elle est toute relative. Voilà, donc un espace de liberté extraordinaire avec le mât, le fou, dans cette maison de notre ego, où les individus peuvent sortir de leur sclérose égotique, je me déprécie totalement ou je m'apprécie plus que tout.
On sort de ça. On sort en pleine liberté et on reconnaît à l'autre sa valeur, son identité. Alors, dans la maison ou dans les maisons de l'amour, on voit apparaître en première position la carte numéro 10, qui est la roue de fortune. Eh bien, c'est superbe parce que dans notre vocation, si nous suivons notre vocation, nous avons pour nous toute la potentialité de la fortune, de la providence. Les choses peuvent se mettre en place spontanément pour servir notre cheminement et l'ensemble de nos desseins. Et donc ici, bien sûr, puisque dans les maisons de l'amour, on parle d'amour, eh bien c'est s'aimer soi-même, permet de faire un pas vers l'autre pour l'aimer tel qu'il est. Bon, et si on ne peut pas l'aimer, au moins veillons à ne pas nécessairement rentrer en conflit avec lui. Parce que lorsque l'on s'aime dans sa capacité de réalisation, eh bien, comme je l'ai dit préalablement, les choses peut-être se mettent en place de manière spontanée pour nous aider. On reçoit un coup de pouce. Et si ce coup de pouce, c'est déjà uniquement les autres, c'est magnifique, pour ne pas nécessairement parler de providence. Voilà, mais je reprends après une interruption impromptue et je reprends au niveau de la maison numéro 2 de cet espace d'amour et de spiritualité, où la justice, la carte numéro 8, apparaît dans la maison de la séparation, dans la maison de la dualité. Et donc ici, comme dans la vidéo préambule, ce que moi je souhaite dire, mettre en évidence, c'est que la justice nous invite à reconnaître euh, l'équilibre, à vivre un équilibre de nos dualités. Donc, si on prend l'image de la séparation physique, séparation que nous avons connue particulièrement en 2020, séparés de nos proches, séparés de nos préférences culturelles, sociales, socio-économiques, séparés de rencontres, eh bien, en fait, peut-être que 2021 va nous permettre de résoudre ces illusions de séparation. Et donc, sortir de la séparation nous permet de souhaiter nous rencontrer, de souhaiter vivre en harmonie, quelles que soient nos croyances. Et donc ne pas revivre les clivages que nous avons organisés autour de toute une série de croyances en 2020, ne pas les vivre en 2021. Ce qui veut dire que si nous pouvons reconnaître la capacité de mettre les choses en balance, comme le fait la justice, et de trancher, okay, il est salutaire et souhaitable que nous puissions prendre des positions par rapport à nos valeurs et à nos croyances. Mais il est également aussi salutaire de reconnaître qu'une position antagoniste ne peut ne pas donner naissance à un conflit. Respecter l'autre dans ses croyances. C'est pas évident, évidemment. Pas évident, évidemment. Et donc, ça veut dire aussi que tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que 2021 permette à des conceptions et permette à des cons également de coexister sans qu'il y ait rejet systématique de leur position, de leur choix. Si je choisis de me faire vacciner, c'est mon choix, c'est ma liberté. Et ça n'appartient qu'à moi. Si je choisis de ne pas me faire vacciner, il en va tout autant. C'est mon choix, c'est ma liberté. À condition que chacun de nos choix soit respectueux de ceux des autres. Je dirais que si l'on est chrétien, fondamentaliste, eh bien, soit, c'est un choix. Mais si l'on est chrétien fondamentaliste, n'entrons pas dans une mosquée avec nos gros souliers, sans s'être couvert la tête, à crier Jésus est tout-puissant. Okay, c'est ça toute la différence. Donc, si un chrétien fondamentaliste a besoin de vivre son fondamentalisme chrétien,
puisse-t-il le faire avec les siens et foutre la paix aux autres, ne pas aller les emmerder dans leurs croyances. Et il en va de même de tous les autres. Okay, voilà. Donc ça, c'est ce que nous propose la justice. En tout cas, c'est ce qu'elle me propose à moi. Dans la troisième maison, qui est la maison de l'union, vient le pendu. Alors, le pendu, lui, il va parler de tantrisme. Pour moi, c'est la carte la plus tantrique, la plus tantrique du jeu. C'est magnifique parce que le pendu, il est parfaitement là où il est. C'est ici et maintenant. Il n'y a rien d'autre qui compte. Ici et maintenant veut dire que notre union se fait dans une vibration de présence. Puissions-nous, comme le pendu, vivre notre présence de façon aussi fréquente que possible. Être présent ici et maintenant. C'est un très bel enseignement. C'est un enseignement qui est difficile parce qu'on a tendance à se projeter dans le passé ou dans le futur et à revivre systématiquement ou ressasser des événements n'existant pas ou n'ayant jamais existé. Eh bien, le pendu nous invite à être présent. Ce qui veut dire aussi, potentiellement, méditer davantage, faire des activités physiques qui soient tantôt disciplinaires et tantôt contemplatives. Le yoga, pour d'autres, ce sera le sport, la promenade en nature, les activités de tantra entre personnes qui s'aiment, eh ben, magnifique. Et donc, cette union, nous pouvons la faire en méditation, en rentrant en nous-mêmes, pour pouvoir nous retrouver. Ce qui veut dire que n'oublions pas que 2020 nous a invités à pratiquer l'art du pendu malgré nous. Alors ceux qui ont pratiqué l'art du pendu en pleine conscience en 2020, probablement se sentent bien en cette fin d'année. Et ceux qui ne l'ont pas fait se disent peut-être que cette année a été merdique. Eh bien, puisse l'enseignement du pendu nous proposer de vivre une année 2021 de façon consciente, lucide, et donc de rentrer en nous de manière spontanée, peut-être au départ sous la forme d'une discipline, jusqu'à ce que ça devienne spontané. Et puis la dernière carte, dans la maison de la révélation, vient la lune. Et puisqu'on parle de pleine lune, eh bien c'est là qu'elle vient porter son plus bel et plus important enseignement pour cette année à venir, cette pleine lune. Et donc la pleine lune nous dit nos illusions, nos conceptions de séparation, nos peurs de séparation, mais également nos rêves peuvent être révélés et donc nous donner la possibilité de réaliser en 2021 ce que nous avons de plus cher en nous, ce que nous souhaitons le plus, tout en vivant pleinement l'évidence, l'intégrité, notre vérité. Et donc sortir des illusions, révéler ces illusions à notre conscience et en sortir. Et donc on revient à la proposition de la vidéo précédente dans laquelle la lune nous dit « sors de ta dualité ». Reconnais ta dualité comme étant une composante à part entière de toi-même. Reconnais que la séparation est elle-même une illusion. Et plonge-toi, le cas échéant, dans ton imaginaire et dans tes rêves pour pouvoir manifester ce que tu souhaites le plus et révéler la vérité, ta vérité. Voilà. Alors, il reste 2 maisons qu'on va brièvement couvrir. La première, c'est la maison de l'éveil. Je n'ai plus grand-chose à dire parce que tout a été dit au début de la vidéo. Et donc, l'éveil, c'est le monde. Le monde nous invite à nous éveiller à notre pleine conscience et à notre capacité de manifester qui nous sommes et ce que nous souhaitons de manière intime. Replongeons-nous dans cette année 2020 et souvenons-nous de tout ce que nous aurions souhaité faire, que nous pouvons souhaiter, que nous pouvons réaliser et manifester en 2021. Et puis la dernière, qui est la maison du sommeil, où l'on voit apparaître le magicien, le battleur. Alors cette carte, elle m'est particulièrement chère
parce que elle est représentative de toutes les potentialités. Le magicien, il porte son nom. Le battleur, c'est le magicien. Il porte son nom parfaitement parce que il a à sa portée, il a à sa disposition toutes ces potentialités de manifestation. Cette potentialité, elle est latente. Elle n'est pas encore active, mais elle est totalement accessible. Et donc, dans la maison du sommeil, nous pouvons, lorsque nous avons accepté l'éveil de la maison précédente, nous pouvons libérer notre pleine potentialité, notre plein potentiel et le manifester parce que nous y avons accès. Mais nous avons accès de manière spontanée. Voilà. Donc ceci va clôturer la lecture de cette pleine lune. Je suis ravi de ce qui s'est passé parce que c'est la première que je fais. Je reconnais que j'avais pas mal d'appréhension. Je ne savais pas du tout comment ça allait se passer, comment j'allais pouvoir interpréter mon propre système. Tout ce que j'espère et ce que je souhaite, c'est que ça vous parle. Ici, on ne parle pas de prophétie, vous l'aurez compris. Donc je ne fais pas de la divination. Je ne vais pas vous dire, vous allez rencontrer l'âme sœur ou votre flamme jumelle. Non, je ne peux pas vous le dire, parce que ça vous appartient. Dans cette mesure, moi, en fait, je suis beaucoup plus autodéterministe que déterministe. Et donc je reconnais que ce pouvoir, il vous appartient. Et si cela peut faire partie de ma mission, eh bien, il s'agit de vous restituer votre pouvoir d'autodétermination et donc d'autodéterminisme. Vous êtes capable de manifester, de réaliser ce que vous souhaitez sur base des croyances que vous allez ancrer, en souhaitant qu'elles soient illimitantes, illimitées, comme le magicien l'est. Parce que le magicien vous appelle à votre pouvoir de manifestation, votre capacité à réaliser ce que vous avez en vous. Vous êtes magicienne et vous êtes magicien. Voilà, donc il n'y a pas de prédiction, il n'y a pas de prophétie, et il n'y en aura pas. Dans tous les tirages que je ferai à l'avenir, je ne vous proposerai pas de rencontrer la fortune, je ne vous proposerai pas de vous dire ce que pense peut-être l'être auquel vous songez le plus. Ça vous appartient, ça ne me regarde pas. Je vous remercie d'avoir été présente et présent. Je vous souhaite une très belle journée et je vous souhaite une très belle année 2021. Merci. Au revoir.